comme bêtise que j'ai fait notamment au collège avec un ami qui vient bosser à la maison maintenant. On a piraté toute l'infra, on pouvait éteindre tous les ordinateurs à distance ou les trucs, on a failli se faire virer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sacha Marcus, le CIO de Mobula, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre de sa levée de fonds, dans lequel j'investis. Il y a aussi, on a le droit de le dire, je lui ai demandé, donc Oussama Hamar qui a mis un ticket. Et puis on a aussi Tougan Bara qui a mis un ticket dans Mobula, un très beau projet Web3 dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si ce type d'opportunité d'investissement vous intéresse, eh bien vous pouvez vous inscrire à ma liste email privée qui est en description et en commentaire épinglé. Alors, on a été mis en relation par le biais, alors ça a été en ping-pong parce que c'est Guillaume Agis que je salue, qui est un membre de ma communauté privée, qui est un expert consultant dans le domaine du Web3. D'ailleurs, je mettrai son lien vers son LinkedIn, je vais faire un peu de pub, même s'il manque pas de travail, il y a énormément de sujets. Mais on a été mis en relation avec, alors que je me trompe pas avec le nom, c'est The Secret Company. Moi, j'étais en C'est ça. relation avec le CEO de The Secret Company et qui m'a mis en relation avec Sacha. Et donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour à la fois parler de Mobula, parce que je trouve que c'est un beau projet. Et comme je l'ai teasé dans le titre de cette vidéo, le CoinMarketCap, CoinGecko, je sais pas comment il faut le prononcer, Killer, Gecko. CoinGecko, merci. Et donc, on va parler de cette alternative décentralisée, transparente, que tu as déployée, du coup, Sacha. Et, je te laisse peut-être te présenter quand même 5 minutes, dire qui tu es, même si on va revenir sur ton parcours en deuxième partie de vidéo. Yes, ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'est super sympa. Donc, bon, t'as déjà donné quelques éléments. Donc, voilà, je m'appelle Sacha. Donc, j'ai 18 ans actuellement. Ça fait 1 an et 3 mois maintenant que je bosse sur Mobula avec donc, The Secret Company. Je suis dans la crypto depuis, ouais, maintenant 3 ans. D'abord dans l'investissement, ensuite dans la DeFi. J'ai build quelques produits. Et voilà, donc ça fait bien 1 an et 3 mois qu'on bosse dessus, qu'on itère toutes les semaines en shippant une nouvelle mise à jour. Voilà. Ouais, alors pour moi, quand on a échangé avec Sacha, je dois avouer que je crois qu'au début, tu vois, tu m'as dit quel âge tu avais, et dans ma tête, tu vois, 18 ans, ça n'a pas imprimé. En fait, c'est 28 qui est venu, tu vois. Et c'est par la suite que tu l'as redit, je me suis dit, pouah, pouah. J'avais vraiment une discussion avec toi, mais à aucun moment, j'aurais pu me dire que tu étais aussi jeune. Pour contextualiser, hein, moi j'ai 40 ans, donc ça fait mal, 22 ans de différence. Et, oui, oui, en termes de, tu vois, très à l'aise, tu savais de quoi tu parlais, de la vision, euh, vraiment comme quelqu'un au final beaucoup plus âgé d'une manière habituelle. Voilà, c'est assez rare, clairement, de croiser des personnes aussi jeunes que toi avec le parcours que tu as, puisque tu l'as dit de manière très modeste, et c'est d'ailleurs un truc que moi j'ai relevé, hein, une vraie modestie, et en même temps, mais vraiment pas de la fausse modestie, en tout cas c'est absolument pas ressenti comme ça par moi et tous les gens avec qui j'ai pu discuter et qui ont pu échanger avec toi, puisque tu as eu l'occasion de te présenter ton projet au sein de ma communauté privée aussi. Et voilà, le truc c'est que c'était pas ta première boîte, tu as créé donc le premier projet StaySafe à 16 ans, qui, alors corrige-moi si je me trompe, en l'espace de 6 mois, vous êtes arrivé à 2 millions d'utilisateurs par mois. C'est ça. Bon, voilà, n'est quand même pas anodin. Ce qui fait aussi que je trouve le projet intéressant, ce qui fait que j'en parle aujourd'hui, ce qui fait que j'y ai mis un ticket aussi, c'est que c'est pas ton premier projet et que tu t'es lancé aussi en indépendant, en développement à 14 ans, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'y revenir plus loin dans la vidéo. On va en première partie, mais voilà, je vous tease encore ce passage-là. On va parler de tout ça d'une manière plus détaillée un peu plus tard. Donc, voilà.
Mobula. On va parler de Mobula. Aujourd'hui, donc, tu dis que tu bosses sur le projet depuis 1 an et 3 mois, ce qui fait que ça reste un projet qui est très jeune. Ça a été lancé, si je ne me trompe pas, il y a 6 ou 7 mois maintenant. Ok. Exact. Et donc actuellement, vous êtes à 6500 utilisateurs actifs par jour. C'est ça. Voilà. Sachant que les amis, on est en bear market, hein. Et que, sauf erreur, vous n'avez fait aucune opération promotionnelle, payer du référencement payant ou de choses comme ça. Pour l'instant, c'est uniquement de l'organique. Voilà, bah alors opération promotionnelle, on peut appeler ça, par exemple, on fait du contenu sur Twitter, donc ça reste de la promo Ouais. quelque part, mais aucun marketing payant, aucune énergie si ce n'est fédérer la communauté, Hmm. alimenter nos réseaux, quoi. Ok. Ce qui, en soi, hein, est quand même pas un mince exploit. Déjà, bravo, bravo pour ça. Vous avez hein, bien sûr le lien vers Mobula que vous retrouvez en commentaire épinglé et en description. Donc, tel que, en tout cas, j'ai compris et le projet, c'est un concurrent direct au CoinMarketCap et au CoinGecko. Donc, on peut dire que ces deux plateformes peuvent être, sont assez décriées sur la transparence dont ils font preuve, les chiffres, le ranking qu'il y a au niveau des projets. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler avec tes mots à toi de ce qu'est Mobula et de ce que vous apportez en termes de proposition de valeur? Bien sûr, donc peut-être je peux recontextualiser un peu pour les gens qui ne sont pas habitués à la crypto Web3. Euh, donc, CoinMarketCap, c'est le site le plus visité en crypto. CoinGecko est pas loin derrière. C'est donc un site qui vous sert à voir le prix des crypto-monnaies, traquer vos investissements grosso modo. C'est des sites qui ont été créés au tout début, en 2014. Il n'y avait pas encore la notion de Web3, de décentralisation, la DeFi n'existait pas, etc. L'idée avec Mobula, c'est de remettre au goût du jour ces outils-là avec tout ce qui vient avec le Web3, c'est-à-dire le user ownership, le contrôle utilisateur sur la plateforme, la transparence au niveau des processus de listing, au niveau des données. Donc ça, c'est un problème notamment avec CoinMarketCap qui est détenu par Binance, on y reviendra peut-être. Hmm. Et l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité d'acheter, vendre, trade, stake ces assets depuis l'application, chose qu'on n'a pas sur ces deux plateformes parce qu'elles ont en fait construit des revenus modèles autour de ce manque technologique qu'il y avait à l'époque en mettant des liens vers des exchanges centralisés. Maintenant, ça fait plus vraiment sens vu qu'on peut en un clic acheter une crypto-monnaie depuis n'importe quel front-end. Voilà, c'est un peu l'idée très, très concise de Mobula. Ok, merci pour cette explication synthétique. Effectivement, je pense que c'est le mieux pour que les gens comprennent ce que vous offrez. Donc, en fait, on pourrait, ça me vient à l'esprit, mais on pourrait dire que ce que vous proposez, c'est bah, le croisement entre un exchange DeFi et ce que propose un CoinMarketCap ou un CoinGecko, quoi. C'est ça. Alors, un peu plus qu'un exchange, vu que nous, on a une tech qui permet de router vers le meilleur prix à chaque fois, un Hmm. méta-agrégateur, ça s'appelle. Mais c'est vrai que au final, on se retrouve à avoir une sorte de all-in-one crypto par le fait de surcharger ce tool CoinMarketCap qui a déjà pas mal d'outils, un portfolio, Hmm. etc. Si on lui rajoute en plus l'interactivité, au final, on peut limite faire toute sa crypto depuis la plateforme. On a, donc, comme je disais, le portfolio. En plus, on traque automatiquement tes investissements on-chain, donc tu n'as pas besoin de les mettre à jour manuellement. Tu as effectivement la possibilité d'interagir, de top-up avec ta carte de crédit, de suivre bien sûr le cours des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est une sorte de all-in-one à la fin. Mais On autour peut, de cette division, vraiment de partir de CoinMarketCap et d'en faire une version x10 parce qu'il y a un product market fit, euh, pro- pardon, Product Market produit Fit. market fit entre CoinMarketCap et le marché qui est énorme, hein, il valait 1 milliard, donc voilà, c'est s'inspirer de ça et Hmm. juste le passer au next level, quoi. Ok, ok. Donc on peut même acheter avec carte bancaire. Ouais, alors on Ça, a j'ai pour ignoré. l'instant un widget en fait qui s'appelle OnRamper, donc c'est pas révolutionnaire, hein. Il y a beaucoup de projets qui font ça. On bosse sur un flow plus profond, on va dire, mieux intégré à l'application. Parce qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'en dessous de 1 000 euros, on n'a pas besoin de KYC pour acheter
des crypto-monnaies par carte bancaire, en tout cas en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'il y a quelque chose à exploiter parce que ben, on peut avoir un flow qui est mais largement mieux qu'un Binance. Au final, si on arrive à craquer ce truc-là du flow d'achat par carte de crédit, en tout cas pour des petits portefeuilles. Actuellement, les widgets qu'on a, les on-rampers, tout ce qui est solution de fiat ramp, c'est pas hyper optimisé. Il y a souvent la KYC quand même. Donc, à voir comment on y travaille, en tout cas pour essayer d'améliorer ça, mais c'est dans la vision également. Ok, excellent. Ah, c'est super intéressant ça, parce qu'effectivement, dans tout ce qui passe par la défi, il y a toujours cette philosophie de base que moi j'ai beaucoup appréciée dans le monde du Web3, qui est de dire, ok, je veux être décentralisé, je veux pas qu'il y ait d'instances qui soient en train de traquer tout ce que je suis en train de faire, ou en tout cas qui me disent si oui ou non j'ai le droit d'utiliser mon argent de telle manière. Et donc là, potentiellement, ok, si j'achète pour 999 euros de crypto, enfin, dans les projets, dans ce que tu évoques, ça serait que on n'ait pas de know your customer en fait. C'est ok, j'achète avec ma carte bancaire et quitte à faire potentiellement plusieurs achats. Hein, suivez ma pensée, de pouvoir comme ça acheter de la crypto un peu en quelque sorte. Alors c'est jamais totalement intraçable bien sûr, mais en tout cas d'être moins dans le système et moins tracé que par les autres chemins que l'on peut emprunter, notamment via CoinMarketCap ou pardon Binance ou ben des gros concurrents. Bon, il y a Crypto.com et KuCoin, ouais, toutes les sociétés. etc. Ouais, voilà. Bon, le nom m'échappe complètement. Comment j'ai pu l'oublier? Bon, c'est pas grave. Euh, ok. Alors, justement, vu que vous, ce que vous mettez en avant, c'est votre transparence. Ouais, ok. Comment les projets sont justement listés? Parce que c'est justement ce qui peut être un peu décrié sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur le fait que les rankings sont manipulés et que le listing des projets est à la tête du client et en fonction de ce que potentiellement ils auraient envie de voir listé et de ce qu'ils auraient aussi envie de voir pumper surtout dans les phases de bull market. Donc, de ce côté-là, comment déjà vous fonctionnez sur le listing des projets? Euh, Comment vous déterminez le ranking? Comment vous assurez la transparence? Ça fait d'ailleurs partie des choses qui remontent dans la liste des projets sur Mobila. Alors, on retrouve en huitième position X, H-E-X. Alors, il y a pas mal un peu comme dirait Tougan, de shitstorm autour du projet en mode c'est un scam, gna gna gna. Néanmoins, c'est intéressant, voilà, ce différentiel que l'on peut voir entre un CoinMarketCap, CoinGecko et puis Mobula. Yes, hyper intéressante comme question. Donc, pour répondre sur la transparence de manière générale, donc effectivement, on a ce premier point qui est la transparence au niveau du processus de listing. Donc, quand vous faites un listing chez un CoinMarketCap, CoinGecko, vous allez remplir un formulaire qui est un Google Form en général ou un truc du style. Et derrière, si vous avez un peu de chance, vous entendrez parler de votre listing peut-être dans un mois, ou si vous êtes bien connecté, peut-être dans une semaine ou quelques heures. Hein. Ça, c'est vraiment, ça dépend du projet, quoi. Ça dépend des. Bon, on va pas parler des paramètres, je vais pas émettre de suppositions comme ça, mais bon, il y a, on va dire, un énorme écart de traitement entre les projets, ça c'est factuel, et un manque de visibilité assez flagrant. L'idée sur Mobula, c'est que le processus de listing se passe sur la blockchain, c'est-à-dire que quand on vient lister une crypto-monnaie sur Mobula, on submit une transaction en fait sur notre smart contract et derrière tout le monde peut voir, tiens, ce projet c'est de se faire lister et derrière traquer les différentes étapes du listing, de la review du projet pour voir, tiens, j'en suis à cette étape-là, je sais que je vais être listé dans à peu près tant de temps, etc. L'idée c'est de rajouter de la transparence à la fois au niveau des utilisateurs qui peuvent voir le processus de listing et de curation des données et du coup de s'assurer de la fiabilité, et à la fois pour le projet qui essaie de se faire lister, que les processus internes ne soient pas une black box pour voir où est-ce que lui il en est par rapport à ce système-là. Donc c'est doublement bénéfique. Et au-delà du processus de listing, il y a d'autres issues dont tu as parlé, notamment au niveau du système de ranking,
où certaines cryptos. Alors, c'est marrant parce que CoinMarketCap et CoinGecko prennent pas la chose de la même manière. CoinMarketCap, c'est le plus grave à mon avis. T'as, depuis que Binance a racheté, ça y était pas avant, une whitelist en fait, au niveau du top 200. C'est-à-dire que quelle que soit ta crypto-monnaie, quel que soit ton projet, tant que CoinMarketCap ne t'approuve pas, tu ne peux pas rentrer dans le top 200 et tu resteras bloqué au niveau 201 en fait. Même si tu as 100 000 milliards de market cap, bloqué. Tant que eux t'approuvent pas. Mais des projets hyper légitimes, hein. Nous, on a dans le round actuel un des co-founders de Gains Network qui est un exchange décentralisé de perpetual trading, donc quelque part un concurrent un peu à Binance sans vouloir faire de rapprochement trop, trop rapide, hein, qui est bloqué en position 227, un truc comme ça sur CoinMarketCap, alors qu'il serait en 150, quelque chose comme ça, bon, à l'heure d'aujourd'hui avec les chiffres d'aujourd'hui, hein. Et ils ont contacté le support il y a quelques mois, toujours pas de réponse tangible. Et CoinGecko, eux, à l'inverse, mettent en place une blacklist, c'est-à-dire que eux, ils sortent des projets quand ils leur plaisent pas du top 100, du top 200, etc. Ils les enlèvent du système de ranking, mais par défaut, un projet va pouvoir y figurer. Donc ça, c'est voilà, c'est grosso modo comment marchent les deux. Maintenant, ce qu'on fait sur Mobula, alors la version actuelle de notre système de ranking n'est pas finale dans le sens où actuellement on a un système qui se base uniquement sur des métriques de marché pour définir, tiens, est-ce qu'un projet va être caché ou pas. Pour contextualiser pourquoi il y a des filtres quand même, n'importe qui en fait pourrait créer un asset, mettre 1 dollar de liquidité pour cet asset, en mint des centaines de milliards et derrière dire voilà, j'ai un market cap de 100 000 milliards et venir truster la place du Bitcoin. Donc, on est obligé de mettre des filtres, quoi qu'il en soit. Le but, c'est que ces filtres soient transparents et même dans une future version du produit qu'on espère release, voilà, sous 1 mois, 2 mois, que n'importe qui puisse créer en fait son système de ranking. Ajuster ces filtres-là, ajouter des assets dans sa blacklist si ça lui fait plaisir, et partager ce système de ranking. Et idéalement, on ne parlerait pas de la position d'une crypto-monnaie, parce qu'en fait, ce concept de position dans le classement, c'est hyper important pour une crypto, et c'est gatekeepé par ces CoinMarketCap, CoinGecko actuellement, parce qu'ils ont ce pouvoir de la whitelist, de la blacklist. L'idée, c'est qu'on parle plus d'une position, mais d'une position dans un type de classement. Nous, on aura notre classement qui est celui actuel, donc on proposera par défaut le classement Mobula Labs, où il y a X effectivement en huitième position. Mais maintenant, toi, tu veux créer ton classement, tu trouves que X c'est un scam et tu me dis, bah, moi, j'aimerais pas voir X dans mon classement. Je rajoute X dans la blacklist et je partage classement sans X, par exemple, ou classement sans shitcoin, j'en sais rien. Et derrière, n'importe qui peut prendre le classement de qui il veut ou créer son propre classement. Ça permet d'avoir voilà, beaucoup plus de transparence et de flexibilité sur une métrique qui est hyper importante dans le monde des cryptos et qui est hyper ouais, mais centralisée, avec un manque de transparence sur cette whitelist. Personne n'a jamais documenté ça. On a été un des premiers à sortir ce file-là il y a quelques semaines sur Twitter. Ça a pas mal pris d'ailleurs. Mais ouais, ça c'est pour le ranking. Et au-delà de ça, il y a aussi des problèmes au niveau des market metrics autres qui sont dus au fait que CoinMarketCap, CoinGecko font confiance un peu aveugle aux exchanges centralisés et que dû à la manière dont ils calculent les prix, donc c'est de la moyenne pondérée basée sur du volume. Les exchanges centralisés peuvent très facilement mentir sur le volume qu'ils ont, particulièrement les exchanges de bas niveau, et ça crée des prix totalement biaisés sur la majorité des crypto-monnaies low cap, voire mid cap. Voilà, bon, je ne vais pas dire que le prix du Bitcoin est biaisé sur CoinMarketCap, hein, mais sur des petites cryptos, on a des trucs totalement délirants. Donc voilà, ça c'est un peu les différents points qu'on essaie de tacler sur la transparence. Ah, écoute, je découvre encore des fonctionnalités là avec ce que vous voulez déployer. Je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, du côté de CoinMarketCap et CoinGecko, bah, c'est leur fonds de commerce de pouvoir maîtriser le ranking. Et vous venez ben, perturber, on va dire, tout ça. Déjà en disant, OK, ben, nous, on a notre ranking, mais en fait, vous pouvez créer votre système à vous et le partager. Ça, c'est top. Donc, on pourrait avoir effectivement ben, des gens qui sont spécialisés dans la crypto, des YouTubers, des gens sur Twitter qui sont massivement suivis, qui créent leur propre ranking avec du coup une communauté qui se fédère autour de ça.
super intéressant. Et d'ailleurs, ça répond du coup à une question que je me posais en me disant, OK, à un moment donné, si tu contrôles le ranking, tu es aussi soumis à une certaine pression publique quand il y a un projet qui peut être décrié. On voit que parfois, ben, il y a des effets sur les réseaux sociaux où ils vont s'en prendre à quelqu'un ou à un projet. Pense à toi, Oussama, et d'une manière qui peut être assez discutable et pas forcément justifiée, et où on va mettre la pression. On l'a vu, hein, sur des réseaux sociaux où des gens ont été expulsés de ces réseaux parce que il y avait du shitstorm autour d'eux. Et en l'occurrence, moi, c'était une source de préoccupation en me disant, OK, mais comment, si à un moment donné, il y a ce genre de choses qui se passent, comment vous pourriez répondre à ça et dire, bah non, nous, on est en indépendance et on n'est pas soumis à la pression de faire sauter ça. Eh bien, c'est au final une réponse en disant, bah, écoutez, tout un chacun peut faire son système de ranking sur notre plateforme. Nous, on en propose un. Vous êtes libre de l'utiliser ou pas, et il y en a plein d'autres qui sont disponibles aussi. Et ouais, génial, génial. Non, c'est brillant, je trouve, parce que vraiment, ça assure, ça vient renforcer votre capacité à être indépendant face à la pression ambiante, je dirais, et ça vient augmenter l'aspect communautaire et décentralisation de ce que vous offrez. Ok, super. Mais encore une fois, hein, c'est une découverte pour moi, hein, et ça ne vient que renforcer davantage mon sentiment positif sur le projet. Euh, Est-ce que ça pourrait être sympa que tu nous partages ton écran pour nous montrer l'interface de Mobula. Ça serait l'occasion peut-être ok, nous montrer ok, pourquoi utiliser Mobula plutôt que les autres. Et puis, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'expérience utilisateur pour le retenir, augmenter le niveau de rétention sur, sur Mobula, notamment sur toute la partie gamification. Donc, je sais que vous êtes en train alors, je sais pas si vous l'avez publié, mais en tout cas, tu m'avais dit que vous étiez en train de faire une refonte de cette partie-là. Ouais, bien sûr. Alors, je suis un peu deg, j'étais encore en train de bosser dessus hier soir. Ça devrait sortir ouais, d'ici la sortie de la vidéo, c'est certain. Mais du coup, bon, vous voyez des images d'archives du système dont on va parler. Mais effectivement, on a craqué un petit truc sur la rétention. Euh, donc, au niveau de ce qu'on voit J'en sur... profite, j'en profite, je fais une Ouais, petite parenthèse, je salue. En fait, il y a parfois des boîtes comme ça qui vont lever des millions et qui, alors je vais éviter d'être grossier, mais purée, euh, qui délivrent pas, quoi. Je veux dire, ça bosse et ça mouline dans tu sais pas quoi, et ça délivre pas, ça avance pas. Tu te dis, mais ok, où passe le fric, quoi. Et par contre, voilà, moi j'aime bien investir sur des projets où on sent qu'avec peu de moyens, avec une équipe qui, à mon sens, on l'abordera plus tard, mais je sais que vous êtes à 7, sauf erreur, actuellement. ouais. Ça bouge, ça délivre, il y a des trucs qui sortent chaque semaine, ça corrige, ça avance. On voit que voilà, le projet, je veux dire, il y a une vraie volonté de faire avancer le truc, et que c'est pas du bullshit en mode on se tire la nouille, quoi. C'est vraiment ça avance, quoi. Donc voilà, je voulais saluer ça, et c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles moi je suis assez bullish sur ce que vous êtes en train de faire. Excuse-moi, je Alors, t'ai c'est super coupé, je te content. laisse poursuivre. Non, mais c'est clair, c'est dans notre culture, voilà, de ship. Et ouais, enfin, on a eu ça depuis hyper tôt parce qu'on a commencé à build in public dès l'alpha. Donc, quand tu es en alpha, voilà, tu push en prod sans vraiment t'inquiéter, est-ce qu'il y a un bug? Dans tous les cas, il y a des bugs partout, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, on durcit un peu les process de testing, mais on a gardé cette culture, voilà, si on n'a pas ship à la fin d'une semaine, on est un peu mal dans notre peau. Bah, c'est Faut bien. continuer à améliorer le produit. Donc, au niveau de l'interface, bon, pour ceux qui connaissent CoinMarketCap, vous pouvez voir que c'est assez ressemblant. Comme je disais, le but n'est pas de réinventer, le but est d'améliorer. On voit quand même que ici, on a en fait deux couleurs différentes si on détient la crypto ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de remplir. C'est quelque chose qui se détecte automatiquement en fonction du wallet connecté. Je ne l'ai pas précisé, mais CoinMarketCap collecte les données des utilisateurs avec les mails, etc., peut facilement recouper.
nous, on connecte uniquement avec un wallet. On a la possibilité de se connecter par mail, mais ça vient générer un wallet et nous, on n'a pas de visibilité sur quel est le mail derrière qui a été créé. Ça, c'est important derrière voilà, l'utilisateur possède ces données en quelque sorte. Si on va sur la page d'un asset, donc on peut voir voilà, une charte, la possibilité d'acheter la crypto-monnaie directement depuis la plateforme, comme j'en parlais, les live trades qui se passent on-chain actuellement sur l'asset, quelques commentaires, et bon, je dis ça souvent, mais on est à deux doigts de sortir une mise à jour de la page des assets avec des insights assez intéressants, un peu plus axés sur le gem hunting, donc tout ce qui est voilà, qui a investi dans cet asset-là, sur quel exchange il est listé, etc., pour permettre derrière de construire un système de filtre euh, pour trouver voilà, les crypto-monnaies intéressantes du moment. Donc la page asset actuellement, ce qui est intéressant, c'est la transparence derrière ce prix-là qui est compute directement depuis des metrics qui sont on-chain. C'est l'interactivité, l'aspect real-time trades multi-chain, c'est-à-dire qu'on peut voir que le Bitcoin il est tradé sur toutes ces formes wrapped. Là, c'est sur Phantom, là, c'est sur la BNB Chain, là, c'est sur Polygon, donc ça reste intéressant. Mais la surcouche qu'on va ajouter sous peu va être bien sympa. Ensuite, on a le petit portfolio, donc portfolio qui est rafraîchi en temps réel. C'est-à-dire si je fais une transaction sur mon portfolio on-chain, je vais le voir directement apparaître. On dissocie le realized PNL et le unrealized PNL sur chaque asset. C'est quelque chose d'assez important dans l'investissement. Peu de portfolios propose ça par défaut. C'est assez compliqué à mettre en place en fait en computant directement des métriques, des transactions en fait qu'a fait l'utilisateur et pas qu'il a Hmm. ajouté manuellement. On a réussi à avoir un truc assez fiable à ce niveau-là. On peut aussi voir toutes ces transactions, les NFT qu'on a. Euh, Hop, quelques stats sur la location, sur les stats, c'est le best performer, le worst performer. Alors, on est, ben pareil, je suis un peu dégoûté, mais ouais, d'ici fin de semaine, on aura une nouvelle version du Allez voir portfolio. quand la Mais ouais, sortie, la ouais, vidéo franchement, à ce sera sortie. niveau-là, ça pareil, image d'archive. Franchement, la nouvelle version du portfolio, on a des métriques encore plus poussées. Sur le ROI, on a fait un travail assez important. 10 blockchains de plus supportés comparé à ce qu'on a actuellement en production. Et la possibilité de créer plusieurs portfolios. La possibilité de partager ces portfolios aussi en public. Donc voilà, ça arrive dès la sortie de la vidéo. Comme ça poussera un peu pour shape rapidement. Mais oui, donc ça, c'est un point important. Et derrière, bon, on peut aller rapidement sur les pages de base, un peu les recently added, les gainer and loser, etc. On a un trading dashboard ici où on peut en fait donc voir en temps réel les évolutions de prix, les live trades. On a le prix ici qui est donc comme j'en parlais, le meilleur prix possible dans le sens où Hmm. on va utiliser des agrégateurs de DEX pour vous trouver le meilleur prix et qu'on a notre propre agrégateur également qui ne prend pas de commission sur les frais de trading. Donc, c'est-à-dire que ici, vous pouvez voir ce que vous propose OpenOcean, qui est un agrégateur de DEX. Donc, pour faire très simple, un agrégateur de DEX, c'est un outil qui va demander à tous les exchanges décentralisés de la blockchain, tiens, j'essaie de vendre cet asset pour cet asset, qu'est-ce que tu me proposes? Il prend le meilleur prix et il le renvoie à l'utilisateur. Nous, on a une surcouche de ça, qui est qu'on vient demander à chaque agrégateur, tiens, qu'est-ce que tu me proposes? Quel est le meilleur prix selon toi? Et là, on vient les ordonner par rank. Donc, enfin, par quote. On peut choisir celui qu'on veut si on n'a pas envie de passer par certains. Mais par défaut, nous, on route vers le meilleur. Donc voilà. C'est On génial. peut aussi traquer ses positions directement ici. C'est mis à jour pareil en temps réel. Donc pour voir voilà, qu'est-ce qu'on détient. Si j'achète beaucoup de Matic, je vais le voir apparaître ici par exemple. Euh, et on a un système de watchlist ici où en cliquant sur un asset, on va arriver sur l'asset sélectionné, etc. Donc ça c'est pour le trading dashboard. Et ensuite, on a le earning system où les utilisateurs, en utilisant la plateforme, viennent gagner de notre jeton dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça nous permet voilà, de fédérer la communauté et les utilisateurs autour du produit. euh, et au-delà de ça, de distribuer la gouvernance pour éviter d'avoir des prises de décision
trop brutal sans consulter la communauté sur certains points, comme il y a eu plusieurs fois dans l'histoire chez les CoinMarketCap et CoinGecko, notamment de 2018, changement de calcul du prix du Bitcoin, petit crack du marché sans avoir demandé son avis à personne. Donc c'est voilà, c'est à peu près tout pour le tour rapide de la plateforme. Pas mal de choses qui auront évolué à la sortie de la vidéo, le portfolio, cette page-là, le learn and earn. Mais voilà, ça arrive. Bah déjà, le côté effectivement achat avec l'agrégateur. Alors moi, je me suis mis à utiliser Mobula maintenant en remplacement de CoinMarketCap et CoinGecko. Et en fait, ouais, je découvre un nouveau, parce que les fonctionnalités évoluent assez rapidement, comme je l'évoquais juste avant. Et tout ce côté agrégateur est vraiment intéressant. Ouais, je vais faire des achats par ce biais-là. Et on peut acheter, ben oui, du coup, en fait, on peut acheter et vendre. En fait, si on a de l'USDC, on peut acheter par exemple du Matic. Et de la même manière, on peut vendre du Matic pour de l'USDC, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on a une interface simplifiée ici pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec des charts, des Ah, en live threads, plus, etc. Mais top. donc, on a le buy, le sell ici. Donc, on vient cliquer sur sell, ça nous remplace. Hop, on veut vendre notre asset, on a les assets ici. Donc, c'est, ouais. Ok, très bien. Ouais, génial. Euh, alors justement, la petite question sur Mobula. Pourquoi le nom Mobula? On peut peut-être d'ailleurs, sauf si tu as d'autres choses que tu voudras nous montrer après, mais on peut stopper, je pense, le partage d'écran. Yes. Yes, bien sûr. Alors, pourquoi le nom Mobula? Euh, bon, je vais être 100% transparent. J'avoue que The Secret Company, mes cofondateurs, ont essayé d'inventer un storytelling autour de ça. Moi, je cherchais juste un nom un peu sympa. J'aimais bien voilà, l'univers de la mer. J'étais assez inspiré par ça avec les whales, etc. Je trouve que c'était pas mal en crypto. Et je cherchais voilà, un nom autour de ça. Et j'ai allumé un petit documentaire sur la mer et là, le premier mot prononcé, c'est Mobula. Et je me suis dit, ça sonne hyper bien quand même. Franchement, ça sonne bien. Donc, c'est un animal, hein, c'est la raie Mobula, c'est une espèce de raie. Il y a un autre projet d'ailleurs qui s'appelle le Manta, donc c'est assez marrant. Mais donc voilà, pas forcément de raison un peu. Bon, Oui. on a trouvé une petite raison un peu sympa derrière Pour le sur notre manifeste. storytelling. Vous pourrez aller aller à lire, mais voilà, je préfère, je préfère être transparent, Ok, pas génial. forcément de gros. Ouais, non, mais c'est Gros super. Bah, trucs. c'est un truc que tu vois, j'apprécie dans nos échanges, hein, c'est que bah, il y a de la, ouais, voilà, il y a de la franchise. Clairement, c'est ressenti, de l'honnêteté, ça c'est top. Euh, alors, comment vous y prenez justement pour améliorer le produit, pour définir en fait les améliorations à implémenter, le faire évoluer? Tu me parlais effectivement voilà, comment tu me proposais d'ailleurs de rejoindre un groupe spécifique que vous avez déployé pour avoir le feedback des utilisateurs. Alors, vous avez aussi votre Discord, euh, vous avez aussi le Telegram. D'ailleurs, vous aurez les liens. Je vous les mettrai en description, commentaires épinglés. Et puis, vous avez Twitter aussi si vous voulez juste suivre l'actualité autour de Mobula. Euh, donc, ok, sur justement la partie définir qu'est-ce que les utilisateurs attendent et recueillir en fait les besoins et choisir les nouvelles implémentations que vous allez effectuer. Comment vous y prenez? Ouais, ultra bonne question. On est vraiment data-driven à ce niveau-là, donc on a toute une pipe d'analytics sur que font les gens, où est-ce que les gens s'arrêtent dans les flows, quels sont les features qui sont utilisés. L'idée, c'est dès que on a, alors c'est un système, donc c'est assez classique, hein, mais dès qu'on a quelqu'un nous donne une idée pour le produit, ou nous-mêmes on a une idée en interne, c'est définir donc les KPI, les Key Points of Interest. Donc, comment on va arriver à traquer est-ce que cette feature-là fait avancer les choses ou pas. On estime le niveau d'effort, donc combien de temps ça va prendre de ship cette feature, le niveau d'intérêt, c'est-à-dire à quel point ça améliore le produit. Ensuite, on a donc sur tout le product backlog, du coup. Donc, le product backlog, c'est la liste de tous les items possibles d'amélioration pour un produit. Donc, on a en fait une sorte de ranking par ce ratio entre l'effort et l'intérêt. Et derrière,
on traque, tiens, est-ce que cette feature-là a rempli ses KPI? Donc, par exemple, je sais pas, le méta-agrégateur, quand on a sorti ça, le but c'était d'augmenter le volume sur l'application, de fournir des meilleurs prix aux utilisateurs. Donc, est-ce que concrètement on fournit un meilleur prix? Est-ce que le volume augmente? Si oui, c'est très bien, on va dans le bon sens. Sinon, qu'est-ce qu'on a mal fait sur cette carte-là? Est-ce que c'est le produit qui pêche? Est-ce que c'est nous qui nous sommes trompés sur la vision? Au-delà de ça, évidemment, on itère énormément avec la communauté. Toutes les features sortent en avance sur des groupes qu'on a effectivement avec donc nos power users, donc qui sont des gens qui sont très habitués en général à la crypto ou moins habitués hein, aussi. C'est intéressant d'avoir des feedbacks des deux pôles, on va dire. On sort ces features-là, on demande du feedback et en plus on a tout un pipe et des rewards associés pour la collecte de bugs, la collecte de nouvelles idées de la communauté, etc. On a vraiment fait ce travail-là de rendre le chemin vers les nouvelles idées le plus simple possible pour avoir des feedbacks utilisateurs très fréquents et on a, mais je pense tous les jours sur notre GitHub des nouvelles idées, des nouvelles issues, etc. Donc c'est assez actif, c'est un truc qu'on a bien réussi à craquer, je trouve. Donc voilà, c'est à la fois prioriser en fonction de l'effort, bien regarder si les choses qu'on fait ont un impact et vont dans la bonne direction, et derrière, dès qu'on sort quelque chose, aller chercher le feedback le plus rapide des utilisateurs et de la communauté. Ok, ah, c'est top parce qu'effectivement, tu vois ce que tu dis, dire ok, ben, quel effort on va fournir pour le résultat, d'avoir des KPI derrière pour pouvoir déterminer si vous allez dans le bon sens ou pas. Enfin, c'est une belle structuration hein, là-dessus, de la même manière des startups où ils font, tu vois, ah bah tiens, nous on imagine que l'utilisateur en fait c'est ça qui l'intéresse et on va se focaliser sur une micro-fonctionnalité et y passer des heures alors que, tu vois, avec un côté un peu... bah, il y a toute la maison à construire, mais on va se focaliser sur le pot de fleurs qu'on va foutre dans le salon, tu vois. Et on y passe un temps phénoménal. Et donc ça aussi, c'est plutôt rassurant en tant qu'investisseur de savoir que voilà, vous fonctionnez de cette manière. Et ce qui explique aussi hein, le fait que vous avancez de manière assez rapide dans l'implémentation. Ok. Euh, alors, on va parler après aussi de la partie tokenomics parce que vous avez un jeton, mais avant ça, l'équipe, du coup, qu'il y a derrière, est-ce que toi, tu es développeur à la base, donc ça on le sait. Est-ce que du coup, comment tu t'investis dans le projet aujourd'hui? Est-ce que tu fais encore beaucoup de développement? Est-ce que tu te charges plutôt, tu vois, de l'ensemble de l'opérationnel? Est-ce que tu as un rôle de product owner? Est-ce que c'est un peu tout ça? Bon, je sais que quand on a une petite équipe, hein, on change de casquette en permanence et on touche à tous les domaines. Surtout avec ben, tu vois, quand on fait une levée de fonds, c'est pas mal de travail aussi, pas mal d'échanges avec les investisseurs potentiels. Donc, j'imagine que tu dois avoir aussi un rythme assez soutenu de travail de ton côté. Ouais, j'ai toujours eu, franchement, j'ai toujours eu, mes journées sont constituées de travail essentiellement, voilà. Hein. Mais bon, là, franchement, au contraire, le rythme décélère un tout petit peu, particulièrement au week-end. En fait, c'est marrant, mais quand j'avais pas d'équipe, j'étais hors rythme totalement de la société. Quand t'es que entre co-founders, voilà, tu prends pas de week-end du tout. Tu vois pas la différence entre le week-end Mm. et la semaine. D'ailleurs, ça crée des décalages un peu avec les gens avec qui tu vis, donc c'est toujours un peu compliqué. Dès que tu commences à onboarder des early employees, des premiers membres dans ta team, tu vas avoir quand même cette structure entre la semaine et le week-end, juste par le creux en fait que ces gens-là créent Mm. le week-end, ils te pingent pas, ils te sollicitent pas, et du coup, di- tu crées ton rythme toi-même en fait à partir de ça, mais sinon c'est vrai que par défaut, j'ai jamais pris de week-end, jamais pris de pause ou quoi. Euh, mais donc pour l'équipe actuellement, voilà, on est 7 personnes. On cherche à scale actuellement. Enfin, on a déjà scale un peu. On était 7 il y a quelques semaines et là, on est 10 maintenant dans l'équipe. On continue d'onboard des nouvelles personnes. On cherche surtout des développeurs, mais tout type de profil, que ce soit growth, product design, etc. On est franchement intéressé. Lien en On a description hein, aussi si vous souhaitez postuler, rejoindre Mobula. D'ailleurs, vous êtes regroupés dans un bureau, vous bossez en télétravail. Comment aussi vous fonctionnez d'un point de vue organisationnel? On est
full remote avec un Ok. off-site tous les 2 à 3 mois. Alors au début c'était 2 mois, maintenant on a des gens sur 4 continents, donc ça va être 3 mois probablement, parce que voilà, ça commence à coûter un peu cher. Mais ouais, full remote, on a quand même des daily meetings voilà, tous les jours, 10-15 minutes pour synchroniser toute l'équipe pour voir qui Mm. fait quoi, comment on avance. Mais je pense que le remote, enfin, ça permet à la fois en termes de RH d'aller taper partout, et en plus, ça donne une liberté aux gens. Où je pense que bah, si on n'est pas prêt à donner cette liberté aux gens avec qui on travaille, on n'a pas envie forcément de travailler avec eux. Donc voilà. Ok. Ouais, c'est super en termes du coup, d'une équipe, d'avoir comme ça une équipe effectivement en full remote. Je pense qu'en termes d'adaptabilité, c'est top. Et d'avoir aussi cette ouverture, d'aller chercher des compétences, des talents qui sont un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, clairement, le jeu, il est mondial, quoi. Il faut arrêter d'être monopays, ou alors, voilà, on va être très vite limité, voire on se met en danger de résilience à tout niveau, niveau personnel comme au niveau de ses activités, niveau finance. Et donc, ok, nickel. Euh, voilà pour la partie équipe. Ah oui, donc toi aujourd'hui, tu toujours aussi en mode développement. T'es au cœur aussi de l'implémentation du produit. Alors, de moins en moins, parce que moi, je Pas une mauvaise m'assigne chose, hein. je m'assigne des cartes à moi-même et ça reste bloqué en fait dans la to-do. Vraiment, c'est un constat là depuis des semaines, parce que ben, mon rôle c'est aussi de ben, dès qu'il y a quelque chose à traiter directement, je le traite directement pour pas ralentir l'équipe, pour pas comme tu disais les conversations investisseurs, etc. Donc là on fait ce shift, on va dire, entre moi qui était au centre du produit qui shippait probablement le plus dans l'équipe à effectivement un rôle plus de product owner, plus de stratège, entre guillemets, où voilà, je vais avoir moins à ship. Je garde quand même cette intelligence technique, on va dire, qui me permet ben, par exemple, au niveau de la priorisation des tâches, pas besoin de demander aux développeurs, tiens, combien de temps tu estimes ça? Je sais estimer à peu près. Donc ça reste un bon skill, mais c'est vrai que si je regarde au fil des semaines, je dev de moins en moins. En tout cas, je dev de moins en moins de features principales. On va dire que je suis plus là pour attraper les bugs rapidement si j'ai pas envie de déranger un développeur, etc. Donc, c'est vrai que je suis passé, alors que je faisais quasiment que du dev, je suis passé plus sur du product owner, stratège, etc. Ok, intéressant de voir l'évolution aussi d'un point de vue rôle du fondateur. Euh, alors justement en termes de, ok, comment vous, avant, jusqu'à la levée de fonds, comment vous avez financé tout ça en fait? Comment tu as en fait financé tout ça? Donc, comme on l'a déjà dit, je travaille avec The Secret Company, donc depuis, alors pas depuis Mobula, depuis la première boîte que j'ai montée avec eux, donc, qui s'appelle Stay Safe U. C'est un startup studio bootstrap, donc on n'avait pas de. Alors, ils vont bientôt changer de modèle, je devrais pas le dire, mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller voir là-bas pour les gens qui veulent entreprendre, et ça sera probablement plus simple, on va dire, pour les prochains batchs. Mais nous, on n'avait pas forcément de trésor de base, etc. Donc, on a eu direct le focus sur générer du cash avec donc, notre premier produit. C'est quelque chose qu'on a fait en distribuant nos API, donc la technologie qu'on avait développée sur énormément de tout le crypto. Ça nous a permis voilà, de constituer une trésor qui nous a tenu jusqu'à maintenant, en fait. Et c'est pour ça que là, on lève des fonds pour être beaucoup moins dépendant de ce premier projet qu'on n'opère plus du tout, et donc qui crée un risque forcément. Et au-delà de ça, pour pouvoir scale l'équipe sans être limité par cette trésor-là. Mais depuis le début, voilà, self-funded, on va dire, Hmm, jusqu'à maintenant. ok. D'ailleurs, c'est une question qui est aussi essentielle, c'est actuellement comment vous gagnez de l'argent? Parce qu'effectivement, c'est d'ailleurs à double niveau, hein, autant pour les utilisateurs de Mobula qui sont juste là pour utiliser la plateforme, comme ceux qui pourraient être intéressés plus tard par le jeton. C'est ok, ok, c'est quoi le business model et comment vous vivez quoi? Bien sûr. Alors, il y a deux principaux leviers de monétisation. Donc, alors, un sur la visibilité, donc qui va se traduire par un frais sur les listings. Donc, au départ, assez faible, mais qui peut monter jusqu'à 1 000 $.
quand on veut lister son asset très rapidement sur la plateforme. Pour donner une idée sur le marché des listings, Dextools, qui est le leader actuellement, fait à peu près 700 000 dollars par mois en frais de listing. Euh, de nouvelles crypto-monnaies, c'est des tickets de 700 dollars à chaque fois. Donc il y a un volume énorme en fait de C'est dingue. cryptos qui viennent qui sont prêts à dépenser ce genre de tickets. Donc l'idée c'est d'aller craquer ce marché-là. Et également sur un truc un peu plus at scale, on va dire notre Learn and Earn, dont je parlais un peu, qui va sortir sous peu en interne sur Mobula. Les premières quêtes qu'on va lancer, ça va être des quêtes pour découvrir Mobula. Ça va nous permettre d'itérer sur le produit, de l'améliorer et derrière d'avoir des métriques sur combien de personnes on est capable d'amener sur telle feature, quelle est la rétention derrière pour aller vendre derrière ça à d'autres projets, même si on a déjà close des projets pour faire partie de ce Learn and Earn, notamment Gains Network, Rarible, etc. Donc, pour faire très simple sur le Learn and Earn, c'est une plateforme à l'intérieur de Mobula où les utilisateurs peuvent apprendre sur un projet Web3, donc sous forme de quiz, mais aussi sous forme de petites quêtes à réaliser on-chain, par exemple sur Gains Network, donc qui est un exchange décentralisé, ça va être ouvre une position sur le BTC USD sur Gains Network. Nous, on vérifie que la tâche a été faite on-chain et derrière, l'utilisateur gagne un peu d'expérience, un petit NFT parfois en fonction des quêtes. Donc voilà, c'est l'idée. Ok, génial. Ça, c'est quelque chose dont j'avais jamais vu, en tout cas dans le monde de la crypto. Alors, ma culture Web3 est très imparfaite, hein. De toute façon, je pense que c'est impossible, comme pour l'IA en ce moment, c'est impossible de tout savoir, de tout suivre, ça va tellement vite. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que vous proposez aussi en termes d'expérience utilisateur. Et pour moi, c'est une brique que voilà, de pouvoir dire, ok, ben je vais sur les projets qui m'intéressent, je vais gagner en fait du jeton parce que je vais me renseigner sur celui-ci. Voilà, en termes d'apprentissage, on sait que la meilleure manière d'apprendre c'est par le jeu. Et là, vous avez intégré ça, c'est plutôt très chouette. Et justement, le jeton, alors moi je sais qu'en tant qu'investisseur, c'est le double effet qui se coule qui est plutôt sympa. C'est qu'on a du private equity, on a des parts de la boîte, et en plus de ça, ça nous donnera du jeton quand il sera du coup rendu public, quoi. Euh, c'est quoi le rôle que vous prévoyez pour ce jeton et quand est-ce que vous pensez d'ailleurs le lister? J'imagine déjà sur votre plateforme. Et la tokenomics, en fait, qui est pressentie, parce que je sais que ce n'est pas figé sur cet aspect-là. Ok, super. Alors, juste, si je peux, j'avais parlé du premier, mais c'est vrai que je m'étais interrompu sur les deux modèles. Il y a donc ce modèle visibilité et un autre, c'est les API qu'on vend. Donc, on a Ouais. développé une tech au niveau des market metrics, donc trouver les prix des assets, les prix historiques, le portfolio que vous avez vu, le trading dashboard aussi également avec le système de méta-agrégation. On vend aussi cette technologie à d'autres boîtes qui construisent des portfolios, qui construisent des wallets. Wallets, c'est la target parfaite. Ils prennent la totale, les market metrics, le swap, le machin. Donc voilà, ça c'est aussi un autre levier. Et pour revenir sur le learn and earn, alors je vais être 100% honnête, il y a d'autres projets, notamment Layer 3 que j'adore, qui est incroyable honnêtement. Je trouve Ok. Layer 3 à aller regarder. On s'est pas mal inspiré de ça pour design notre learn and earn, en sachant que ça enlève rien au leverage principal de notre plateforme Learn and Earn, qui est qu'on a déjà des utilisateurs, alors que eux, c'est quand même un Learn and Earn uniquement, mais qui est incroyable. Le produit est magnifique, j'adore. Pour revenir sur les tokenomics, euh, on a donc actuellement, alors l'utilité du jeton, donc j'ai déjà parlé de gouvernance du produit. Il y a également une répartition du profit généré par la plateforme grâce au token. Donc c'est un modèle inspiré de Curve où on vient stake en fait ses assets, ou bien pour de la gouvernance, ou bien pour du profit sharing, en sachant qu'on peut stake, je sais pas, 50-50 ou 70-30, hein, c'est comme on veut. Plus on stake longtemps, plus on a de droits. Donc c'est jusqu'à 4 ans. Donc après 4 ans, ça n'a plus d'impact combien de temps on stake. Et derrière, au niveau de la tokenomique, on la design de manière assez originale, on va dire, mais j'espère que ça va devenir la norme.
c'est que, bon, notamment au bull market, hein, les tokenomics étaient souvent des purs Ponzi où tu as des Hmm. premiers du mois, la valo à X. 2 semaines après, deuxième round, la Valo a triplé en deux semaines. Et derrière, public round, encore un x2 sur la Valo. Et ensuite, hop, listing, très bien. Mais sauf que comme tu as ces coefficients-là, qui sont dans une période de temps hyper limitée, tu as du vesting totalement abusif, notamment au launch, ce qui crée en fait comme problème que personne ne peut vendre au moment du launch, parce que ben, tout le monde est vesté, parce qu'ils ont déjà des coefficients de fou sur leur investissement. Et du coup, vous avez déjà vu cette charte-là, hein, ben, personne n'est là pour arbitrer, donc le truc fait x100. Et derrière, le premier mec qui est rentré au lancement, pas le premier mec qui a investi parce qu'il croyait au projet, le premier mec qui a acheté au lancement, bim, va pouvoir vendre en x100, et derrière la charte s'effondre. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets comme ça, même sur des launchpads assez classe, on va dire. Hmm. Et nous, l'idée, c'est de prendre ça un peu à contre-pied, de faire la tokenomique beaucoup plus comme ce que serait une startup tech, en fait, une sorte d'IPO de startup tech où ben, il y a forcément du vesting, mais beaucoup moins. Donc sur le round seed, on est à valo 7,5 millions actuellement. On vend 10% de la boîte. Derrière, on a donc le public round qui sera dans 9 à 12 mois. Le public round qui se déroulera sur des exchanges publics, des launchpads publics, et sur la plateforme de Mobula également. Donc pareil, 10%. La valo reste à déterminer. Donc la fourchette qu'on a actuellement, c'est entre 30 et 60 millions, mais ça va dépendre de à quel point on performe sur le produit, à quel point on commence à générer du revenu, etc. Parce qu'on a envie que ça soit pas indexé, voilà, sur le thin air. Et derrière, un listing rapidement après la public, avec les seed sailors qui ont 20 à 25% d'unlock au lancement, ce qui permet d'avoir un arbitrage direct et de pas avoir un x100 moins 99% le jour du lancement en fait. Et d'avoir derrière ce système de stacking qui se met en place pour la gouvernance, pour le profit sharing, et en fait une charte qui correspond à l'évolution du revenu du produit et donc de la valeur du produit et pas juste aux fluctuations du marché crypto. Même si évidemment, étant donné qu'on est un tool à l'intérieur de l'écosystème, on va dire, c'est vraiment là, ce qui fait, si la crypto n'a plus de valeur, Mobile n'a plus de valeur, hein, on sera forcément dépendant de ces fluctuations. Faut pas se leurrer non plus, quoi. Ok, ok, très. Bah écoute, moi ça me paraît plutôt assez clair. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, hein, je demanderai à Sacha de venir répondre si quand il aura le temps. Euh, ok, bah je pense qu'au niveau de Mobula, on est plutôt pas mal. Qu'on a fait, on a fait le tour. Je vous rappelle, vous avez le lien en description, hein, pour pouvoir du coup vous mettre à utiliser la plateforme. Je vous y invite. On va attaquer la deuxième partie de cette intervention qui va être plus axée sur toi, donc Sacha, l'entrepreneur, et puis bah, de venir creuser sur ce parcours qui est, bah, je l'ai déjà dit, hein, assez atypique, il n'est pas commun, et donc ça donne envie bah, d'en savoir plus, de comprendre comment tu en es arrivé là. Alors, est-ce que tu peux bah, contextualiser de, ok, Sacha, sa vie, son œuvre, d'où il vient, quel contexte familial. Alors oui, parce que oui, effectivement, ça c'est un truc qu'on a oublié de préciser, mais Mobila est une société qui est en France. Voilà. Donc toi-même, tu es dans le sud de la France actuellement, si je ne me trompe pas. Et ok, donc français d'origine, de ce que je, ok, de ce que je Ouais. pense savoir. Et voilà, le contexte, est-ce que tu as une éducation particulière? Comment tu t'es retrouvé freelance à 14 ans? Tu vois, comment tes parents ont accepté ou pas ça? Est-ce qu'ils t'ont poussé à la chose? Voilà, je te laisse en parler librement. Top. Donc c'est vrai que, alors, niveau éducation de mes parents, j'ai eu quelque chose, je pense, d'assez classique, assez orienté sur les études, quand même assez laxiste, hein, je dirais. Moi, bon, voilà, je faisais un peu de bêtises fin de collège, etc., avant de me mettre justement à travailler. Bon, j'étais pas hyper sérieux.
Mais bon, j'avais quand même cette appétence pour les études, la science, je faisais beaucoup, beaucoup de maths, beaucoup de physique, j'étais assez intéressé. Co- Et également beaucoup de Comment ça se programmation. passait, excuse-moi, je t'interromps, mais comment ça se passait les études d'une manière générale? C'était enfin, difficile pour toi de rester en classe? Est-ce que tu étais, tu vois, ce qu'ils appellent un élève studieux en mode, ok, j'ai des bonnes notes, je fais bien mes devoirs? Et si tu peux, tu vois, peut-être détailler sur les bêtises, si tu as envie, hein, bien sûr, Ouais, que bien sûr. tu évoques. Bah, je pense que j'étais quand même assez gentil, enfin, on va dire, j'avais un bon fond, mais j'étais assez ennuyé en classe, donc j'étais assez, voilà, un peu, comment dire, un- parfois un peu arrogant, prétentieux sur certains trucs. Bon, c'était dans la jeunesse, quoi. Surtout au collège, voilà, je répondais un peu aux profs. Bon, c'était pas ma meilleure époque, comme bêtise que j'ai fait notamment au collège. Avec un ami bah, qui vient bosser à la maison maintenant. On a piraté toute l'infra, on pouvait éteindre tous les ordinateurs à distance ou les trucs. On a failli se faire virer à cause de ça, on a bien pris cher. On s'était pas fait attraper au début, mais c'était à l'époque de Fortnite, et un de nos amis a utilisé cette faille pour installer Fortnite sur tous les ordinateurs, et là on s'est fait attraper. Donc c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, après j'ai pas fait de grosses bêtises, quoi. J'avais des bonnes notes, surtout au lycée, curieusement, même si j'y allais beaucoup moins. Donc, au collège, j'étais assez assidu quand même. Au lycée, bon, ça s'est un peu dégradé mon assiduité, on va dire, envers les cours. Je suis pas du tout allé au dernier trimestre de terminale. Mais au final, mes notes montaient bien parce que bah, j'avais compris le mécanisme, on va dire. Donc, voilà, j'ai eu une bac mention très bien, sans trop aller en cours au dernier, au dernier mois d'année, mais parce que c'était le moment où je commençais à bosser sur Mobula. En fait, c'était l'année dernière. Ok. Donc, D'accord. Ah oui, donc tout ce que tu as fait, parce que tu as commencé à bosser en tant qu'indépendant freelance donc à 14 ans, et tout ce parcours ok, de bosser en indépendant, de lancer tes CFU, c'était en parallèle des du études lycée. du collège, du lycée, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai commencé le freelance, du coup, euh, alors, l'été entre le collège et le lycée, donc sur Fiverr, les trucs comme ça. J'étais pas un développeur pro. Bon, j'ai commencé à coder très très tôt, grâce à mon grand-père qui était directeur de l'IUT de Bordeaux, donc il m'a mis à 6 ans devant Java, voilà, allez, essayer de faire un truc. Donc c'était un peu chaud, mais 6 ça ans. m'a. Ouais, Ok, ouais, ouais, ouais. génial. Bah, ma fille a J'étais 5 ans et pas. demi, donc tu vois, ça me donne de l'inspiration, quoi. Mais ouais, ouais, bon, j'étais pas hyper performant à l'époque, mais je commençais voilà, à apprendre un peu les mécanismes, les trucs, ça t'apprend bien la rigueur, on va dire. Donc j'ai continué un peu à dev de mon côté, là où j'ai vraiment commencé, c'était voilà, au moment où je me suis dit, bon, maintenant c'est le moment de faire quelque chose de sa vie, là, je me suis dit, je suis obligé, en fait, s'il y a des gens qui attendent un travail de moi, de le fournir et d'apprendre comment faire. Donc j'ai créé quelques annonces sur des trucs que je maîtrisais pas du tout, mais en fait, j'ai eu des commandes et du coup, j'ai appris en fait, j'ai appris à faire les trucs pour le faire bien. Euh, donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs The Secret Company. Un des partenaires cherchait un bot Twitter. J'avais une annonce comme ça. Donc là, on a échangé. Je lui ai fait son petit bot. Puis il m'a dit, mais attends, mec, t'as quel âge, etc. Donc on s'est appelé et de fil en aiguille, on a monté une. Alors, on a monté un petit truc tous les deux enfin, là, j'avais 15 ans. Donc vraiment, c'était. Je pense que je surestimais à mes époque mes capacités techniques, on va dire. C'était un petit échec, mais on a pas mal appris de ça. De mon côté, j'avais commencé à dig la crypto et l'investissement avec les sous que j'avais commencé à gagner. Ouais, on commençait à rentrer, bon, pas encore, mais un peu dans le bull market. Là, on avait passé le gros creux du Bitcoin de 2020. Et du coup, ça commençait à devenir assez intéressant pour moi. C'est là où j'ai découvert le monde voilà, de la DeFi, de lancer des tokens, tous les scams qu'il y avait. Et c'est à ce moment-là où j'ai lancé du coup, donc il y a maintenant ouais, 2 ans, Stay Safe avec The Secret Company. Donc Stay Safe qui en gros, donc la première boîte dont on parle depuis le début, mais je sais pas si j'ai contextualisé un peu, c'est donc un scanner de crypto-monnaie. Donc tu rentres une crypto-monnaie et ça te sort un score de sécurité. C'était hyper utile à l'époque du bull market parce qu'énormément de tokens sortaient avec
énorme. Alors, à la fois des failles de sécurité, mais à la fois des failles intentionnelles, hein, des sortes de backdoors mises par les créateurs. Donc, c'est quelque chose qui venait faire un audit complet, automatisé des vulnérabilités possibles que ça représente pour un investisseur. C'était un des premiers du marché, c'est pour ça que ça a explosé pendant le bull market. Là, actuellement, on est plus aussi performant qu'avant. Il y a des concurrents qui ont été financés à coups de millions. Donc, clairement, on tient plus, on tient plus la route. Même si on est toujours intégré chez les DexTools, les DexTrainer, etc. Vous pouvez voir le petit lien Stay Safe. Mais donc, ouais, ça a pas mal marché. C'est vrai que là, je le gérais totalement au lycée en première quand je faisais ça. Donc, c'était assez marrant. J'ai eu de la chance parce qu'à mon lycée, on avait les ordinateurs. Donc, moi, j'étais vraiment au fond de la classe sur mon ordinateur. Les professeurs étaient assez sympas avec ça. Ils me laissaient tranquille. Bon, des fois, ils regardaient mon écran, ils voyaient que j'étais pas du tout en train de prendre le cours. Bon, au début, ça a mis du temps à se faire accepter, mais après, bon, c'était presque la blague, quoi. Donc, en vrai, franchement, j'ai été assez peu embêté par mes professeurs. J'ai eu des gens assez intelligents qui ont su comprendre que, bon, j'étais là pour pas être marqué absent, quoi. Puis après, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est le moment d'arrêter cette mascarade et de plus y aller, quoi, parce que ça sert à rien, ça. Au bout d'un moment, si t'es là pour ne rien écouter, rien faire. Ok, génial. Alors, je souligne deux choses. La première, c'est moi, c'est vraiment ce pourquoi je milite. Il y a, voilà, différents types de profils, mais effectivement, de dire, OK, ben, je prends le truc, je prends le taf et ben, je vais apprendre. Même si là, je ne sais pas faire. Et ça, je trouve que pour aller vite, pour progresser vite, c'est fondamental de pas avoir peur de se dire ok ben j'accepte un truc ou en fait je l'ai jamais fait mais c'est pas grave, je vais apprendre en cours de chemin et je vais faire en sorte de le faire du mieux possible. Ça je trouve ça je trouve que c'est un mindset. Alors je sais pas, tu vois, est-ce que c'est la question de l'inné et de l'acquis, hein, est-ce que ça vient de l'éducation, est-ce que ça vient de toi, c'est dans l'ADN à la base, ça bon, c'est difficile à déterminer. Et deuxième truc, c'est que tu vois, t'es resté du côté lumineux de la lumière, quoi, de la force. Parce que à l'époque où effectivement il y a tous ces scams qui sortaient, etc., sachant que tu étais dans l'écosystème, bah, tu aurais pu en fait dire bah, moi aussi je vais sortir un truc comme ça, me faire un max de thunes et être en mode fuck off, voilà, je vous ai bien niqué, quoi. Et au contraire, tu as choisi de sortir un projet qui était pour bah, aider les gens en fait à ne pas se faire scammer et je trouve ça admirable. Voilà, je tenais à le souligner. C'est deux points qui, pour moi, dans ce que tu viens de témoigner, euh, bah, m'ont marqué. Euh, ok, donc voilà, en parallèle, tu as quand même eu le bac. Écoute, chapeau d'être allé jusqu'au bout. Et en plus de ça, mention très bien. Bon, c'est pas, je dirais, c'est pas ça au final, ça a pas trop d'impact, hein, la mention du bac sur le reste de ta vie. Mais bon, sachant que avec ce que tu faisais à côté, je trouve ça plutôt chouette en termes de storytelling, bien joué. En termes de, alors t'as commencé à l'évoquer effectivement sur ton entourage, sur la réaction des professeurs, et je trouve ça plutôt positif et tu vois, c'est plutôt enthousiasmant pour ben, l'évolution peut-être du monde scolaire en France, sur le fait que tes professeurs aient compris que ok, ben, lui il est en train de prendre son chemin de son côté et on va pas le faire chier. Et c'est vraiment ultra positif. Et d'une manière générale, au niveau de tes potes, de ton entourage, est-ce que tu avais d'autres amis? Alors, tu m'as évoqué un ami avec lequel vous bossez maintenant. Est-ce que comment tu as vécu en fait, ça n'a peut-être pas été le cas, mais ce décalage avec les collègues de classe, le regard qu'ils pouvaient porter sur toi aussi, les jugements potentiellement. Et est-ce que, bon, ok, ça a été smooth et toi, t'étais en mode. Est-ce que c'était plutôt positif? Est-ce que c'était plutôt négatif? Est-ce que tu as eu les deux et comment tu vivais la chose? Ouais, bah franchement, que du positif, à la fois que ce soit bah, mes collègues de classe, mes amis, ma famille aussi. Franchement, j'ai eu énormément de chance à tout niveau. Bah, je pense aussi du fait que bon, je suis pas associable totalement. Je suis quand même assez sympa. Bon, je parlais avec les gens normalement à peu près, quoi. Et
voilà, je pense que les gens avaient, bon, certains de ma classe, voilà, se posaient des questions peut-être, etc. Mais souvent des questions bien intentionnées hein, sur ce que je faisais, comment je le faisais, etc. Certains avec respect, d'autres un peu moins, voilà, forcément quelques petites moqueries, des trucs un peu débiles, Hmm. mais assez rarement quand même. Et ma famille, bon, au début un peu inquiétée. Après, bon, ma mère m'a inscrit sur Parcoursup à la fac. Je suis inscrit en licence de maths, hein. J'y ai pas mis les pieds. Mais franchement, mes parents étaient très, très compréhensifs. Puis en même temps, j'avais fait pas mal de cash en freelance et derrière dans les invests crypto. Stacefeu a bien marché aussi. Donc mes parents ont compris aussi que bon, ça roulait à peu près, quoi, même si rien n'est fait encore comparé à voilà, ce qu'on veut amener avec Mobula et que tout est hyper risqué. Ils me font confiance sur ça et j'en suis hyper content. Ok, génial. Bah, encore une fois, hein, ça fait du coup plaisir à entendre. C'est plutôt, ouais, ça donne de l'optimisme pour l'avenir, quoi. C'est cool. Euh, alors, pourquoi, en fait? C'est quoi qui te drive? Pourquoi faire ça, tu vois? Pourquoi, ok, tu fais pas comme potentiellement, ben, les collègues de classe à faire du Fortnite. Alors, on l'a évoqué un peu par ce par quoi tu avais commencé avec les serveurs. Et bon, qu'est-ce qui t'a fait, je sais pas, dévier du chemin classique à un moment donné? Est-ce que tu sais ce qui a été le déclic et qu'est-ce qui te drive, tu vois? Ouais, bon, j'ai toujours été un peu bizarre en vrai. Non, mais c'est vrai, franchement, j'ai toujours été très bizarre. Ma mère m'a amené voir des psychiatres, des trucs, mais quand j'étais tout jeune, parce que j'étais hyper chiant, toujours, enfin, débordant d'énergie, etc. Donc voilà, je pense que j'ai jamais été dans le droit chemin, on va dire. Je sais pas vraiment d'où ça sort, mais j'ai toujours eu énormément d'ambition. Dès que j'étais petit, j'étais sûr que j'allais être riche, machin, que j'allais faire des trucs. Je voulais être maître du monde et tout, enfin, des trucs trop bizarres. Mais j'ai toujours eu voilà, envie de faire des trucs, envie de construire, envie d'impacter en fait. Et ça m'est resté. Alors au début, c'était plus sur la science. J'ai compris que dans la tech, tu allais quand même plus vite, tu avais une feedback loop assez rapide et un impact beaucoup plus, ouais, beaucoup plus radical, on va dire. Alors bon, sur de la recherche, même si j'adore toujours la recherche, ça reste quand même des processus beaucoup plus lents avec des impacts un peu plus incertains. Donc ouais, c'est à la fois la recherche du challenge et de l'impact. Je pense que si je me lève et que j'ai pas un gros challenge à résoudre dans la journée, je vais pas être satisfait à la fin de la journée. Donc, dans la tech, il y en a tous les jours. Ok, ok, donc de l'ambition, c'est top, et du challenge, très bien. Euh, tes sources d'apprentissage, d'inspiration, tu vois, en termes de personnes, potentiellement de livres que tu as pu lire, de chaînes YouTube ou d'autres sources de contenu, est-ce que tu as une approche comme ça en mode, ok, inspiration, développement personnel, entrepreneurial, ou pas du tout, tu fais ton chemin et puis tu vois, tu apprends sur le tas au fur et à mesure. Comment tu t'y prends? Alors, au début, je n'avais pas forcément cette culture entrepreneuriale, etc. Je me souviens que, enfin, en tout cas, de ma perception de lycéen que j'avais, c'était assez décrié, un peu. Tu sais, il y avait ce mec-là qui, salut à toi, jeune entrepreneur, machin. Ouais, Voilà, c'était très entrepreneur, le mec un peu lourdeau, quoi, qui fait ouais, je fais plein d'argent, machin. Donc je me souviens qu'au début, je voulais pas du tout me qualifier comme ça. Je dis, moi je suis un builder, je suis un créateur, machin. Bon, au final, bon, je pense que je suis un entrepreneur et j'ai plus du tout de mal avec ce truc-là. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, pas forcément de source d'inspiration dans ça. J'ai toujours été très, très inspiré, bon, hyper classique, hein, mais par SF, les Steve Jobs, hmm, les mecs comme ça qui te créent des empires des changements en fait dans la vie. Hein, Sam Altman encore récemment, mais surtout ouais, même ce qu'il a fait avec Y Combinator, etc. Mais en fait, pour moi, c'est ça l'objectif, c'est arriver à craquer quelque chose qui améliore l'humanité ou au moins une sphère de l'humanité at scale en fait, à terme. Donc franchement, voilà ce qui me drive. Les gens qui m'ont inspiré sont les gens qui ont réussi à faire ça.
Alors, niveau livre, pas forcément de livres. Je lis, j'ai repris la lecture, j'avais beaucoup lu avant, pas mal de philosophie surtout. Là, je lis des trucs un peu plus classiques, hein. Mais c'est vrai que j'ai peu lu de livres pratiques. Euh, mais ouais, franchement, c'est voilà, les gens qui changent le monde m'inspirent. Ok, ok, parfait. Donc, en termes de chaîne YouTube, tu vois, tu regardes tu consommes du YouTube? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, en termes de chaîne YouTube, moi, je vais regarder, bon, pas mal de trucs tech. Il y a du contenu tech Ok. hyper intéressant sur YouTube que j'adore. Et bon, bien sûr, les Y Combinator, etc., c'est assez sympa. Mais une chaîne que j'aime bien, bon, qui est hyper connue dans la tech, hein, qui s'appelle Fireship, mais c'est pas forcément sur de l'entrepreneuriat, mais le mec a un bon ton, il apporte des sujets assez intéressants. C'est un truc que je regarde assez régulièrement. C'est du petit contenu, 3 minutes de vidéo, ça me suffit. Ok, ok, très bien. Ton niveau d'anglais, je suis curieux de savoir, tu parles anglais couramment? Est-ce que tu vois, parce que là, dans le cadre de tes activités, j'imagine que ou pas d'ailleurs, ça va être intéressant, tu es amené à échanger en anglais, tu refais des rencontres avec des anglophones? Ouais, 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 bien sûr. Bah, sur la cap table là, qui se dessine, on a je dirais 80% de gens qui parlent pas français. Donc Ok. déjà, ça, on a dû aller les chercher. Enfin, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, on a dû converser avec un Mhm. minimum. Et sur l'équipe, on vient d'onboard donc un Canadien. Donc là, on commence à switch totalement à l'anglais sur la team aussi. Donc sur les daily meetings, etc. Donc moi, ça fait 2 ans, 3 ans, ouais, ça fait ouais, bien 3 ans et demi que je converse tous les jours en anglais, hein, que ce soit au début en freelance, hein, quand tu es sur Fiverr, c'est en anglais, que ce soit derrière sur StayCFU, quand il faut communiquer avec la communauté, etc., toujours en anglais. Là où vraiment ça s'est accéléré, c'est sur Mobula, parce que j'en reviens à parler en faisant des appels, hein, tous les jours, Mhm. 2 à 3 heures en anglais. C'est là où vraiment j'ai pris du niveau. Je dirais pas que je suis bilingue, parce qu'il faut pas abuser non plus, mais j'ai un niveau très fluent, je pense. Ça va. Ok, ok, très bien. Alors, en termes d'apprentissage, c'est t'as appris via l'école ou c'est par la consultation de contenu de ton côté, plutôt en anglais? Alors, je pense que c'est vraiment de mon côté. J'ai toujours voulu maîtriser l'anglais, donc je regarde des séries, tu sais, les films Hmm. en VO, des trucs comme ça, Ouais. des jeunes. Mais je trouve l'anglais à l'école, c'est trop léger, en fait, l'enseignement. Ce qui me fait bien marrer, c'est l'éducation nationale qui te dit, bon, on va apprendre 2 langues, alors que tu fais 2 heures ou 3 heures par semaine de chaque langue. Comment tu veux apprendre ne serait-ce qu'une langue en y passant aussi peu de Hmm. temps? Ça n'a aucun sens pour moi. Donc, je verrais bien si j'étais voilà, à la tête de l'éducation nationale, une langue, une option pour prendre une autre langue, bien sûr, hein, c'est toujours bien, mais tu mets 4 5 heures de une langue, l'anglais, ou quelqu'un peut choisir une autre langue si ça ne fit pas du tout avec sa culture ou quoi. Mais 2 heures par semaine, tu ne peux pas apprendre une langue, surtout dans un contexte de lycée où c'est pas un cours particulier, tu vas pas être à pratiquer tout le temps. Donc pour moi, c'est pas vraiment possible de maîtriser ça avec des cours avec le rythme et les méthodes qu'on a eu au lycée, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est d'une telle inefficience que ça me donne envie de vomir, quoi. Moi, mais jamais de la vie, là, mes filles, enfin voilà, je suis parti sur des systèmes alternatifs où là, bon, je fais une digression éducation nationale, quoi. Mais moi, j'ai tellement mal vécu l'école. J'ai tellement détesté ça. Et mon Dieu, mais c'est tellement inefficient sur tout l'aspect éducation, quoi, de faire des jumps d'une thématique à une autre, etc. Alors que t'as pas forcément envie. Et là, sur l'anglais, mais quelle perte de temps! Quand tu mets cumulé le temps qu'il y a, en fait, sur toute la scolarité en anglais, pour au final le résultat, mais c'est une catastrophe. C'est nullissime. Tu vois, il faudrait mieux, tu vois, il suffirait juste 6 mois. Juste 6 mois en mode immersion. Tout le monde est en mode anglais. Tu vois. Mais, et voilà. Et, enfin, bon, ma foi. Mais ouais, ouais, c'est pour ça que j'étais intrigué
effectivement de savoir, ok, comment, parce que bon, bah, moi, plusieurs personnes que je connais autour de moi et moi-même, hein, moi, il y a de ça 4 ans, je me rappelle, j'avais une vidéo conf en one-to-one avec un coach canadien où c'était en anglais et j'étais terrorisé parce que j'étais tellement mauvais. Alors j'ai heureusement beaucoup progressé depuis et en fait ça s'est fait surtout ben, en me confrontant et en bouffant du contenu en anglais quoi. C'est clair. Franchement, il y a rien de mieux. Ouais. Pas besoin de voyager si on a les appels. Voyage, évidemment, Ouais. ça aide quand même énormément. Mais l'idée de passer 6 mois en anglais, c'est une bonne chose. C'est Ouais, pas mal. mais bon. Ok. Et donc là sur Mobula, c'est la première levée à laquelle tu es confronté. Ouais, Voilà. totalement. Comment tu vis le truc, l'expérience globalement? Est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? C'est ultra relou. Est-ce que c'est en mode, ok, ben c'est difficile, mais c'est intéressant, ou tu prends du kiff? Voilà. En termes de parcours, comment tu vis la Franchement, chose? j'aime beaucoup, dans tous les cas, moi, communiquer avec des gens que j'estime. On essaie d'avoir que des gens qu'on estime, dans tous les cas, dans la cap table, C'est sur bien. les actions majoritaires. Donc, moi, j'ai eu des appels avec énormément de gens hyper intéressants. Donc, je suis hyper content de ça, déjà, en termes de, bon, à la fois de réseau, mais surtout de knowledge que ces gens-là t'approchent, leur vision des choses à chaque fois Mm. affiner aussi. En fait, ça permet d'affiner énormément la manière dont tu perçois ton projet aussi, parce que au fil des appels, tu vas pas le présenter de la même manière, puis tu fais ton idée encore mieux de ce que c'est. Passer 5-10 heures par jour à parler du projet, c'est le meilleur exercice possible, avec des gens en plus qui sont pas forcément de bonne humeur. Tu vois. C'est très marrant, mais tu as des mecs. Ils rentrent dans l'appel, mais c'est très rare, ça m'est arrivé genre 2 fois. Et le mec, il a passé la pire journée de sa vie, je sais pas ce qu'il a, mais instantanément, il cherche la bête noire, quoi. Et ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs parce que tu es obligé de te surpasser pour les convaincre. Donc, j'ai beaucoup apprécié, moi, cet exercice. Je pense que ça reste quelque chose d'inévitable si tu veux scale sans avoir les contraintes du bootstrap qui sont en général passées sur du service à côté, machin, pour essayer de survivre. C'est trop compliqué quand tu veux build un énorme produit de le faire à full bootstrap. Donc c'est assez important. Et en plus, ça permet voilà, d'affiner la vision, de parler à des gens super, d'affiner aussi ses talents de vente en quelque sorte. Mm. Et même si le point noir, forcément, c'est que, bon, surtout sur le gros du sprint, parce que le gros du sprint dure 2 semaines, grosso modo, hein, mais tu es beaucoup moins sur l'opérationnel de ta boîte, beaucoup moins sur la gestion du produit. Donc, à ce moment-là, le produit avait pas mal ralenti. Donc, ça, c'est quand même un point. Mais sinon, franchement, énormément de learning, euh, plein de feedback intéressants. Donc, non, et en plus du cash qui permet de débloquer des possibilités qu'on n'aurait pas du tout eu autrement. Donc, à refaire enfin, si je devais Ok. recommencer, quoi. Génial. Merci pour ce feedback, pardon. Effectivement, bah, comme tu le dis, hein, c'est l'occasion de créer du réseau. C'est l'occasion, bah, tu vois, c'est par ce biais-là que je vais apporter mon petit caillou à la visibilité Mobula, quoi. Et une levée de fonds, c'est aussi l'opportunité comme ça de générer de l'attraction sur l'ensemble du projet. Donc, ouais, merci pour ce retour. Ok, on a fait une belle interview là, hein. Je dois avouer que c'est chouette. Il y a eu beaucoup de matière. Je vais découper la vidéo en sections. Habituellement, je me fais pas chier à le faire, mais là, ça me semble indispensable. Et puis, je trouve vraiment qu'il y a de la matière. Donc, je vais travailler en fait celle-ci. Hum, ok, le mot de la fin. Si je sais pas, tu aurais quelque chose à partager, un conseil pour ceux qui tu vois, ont débuté, peut-être qui ont envie de débuter à 14, 15 ans, il y en a de plus en plus, hein, et je trouve ça. Moi, quand je me suis lancé, j'avais 23 ans et c'était tellement le désert autour de moi. J'étais vraiment un extraterrestre. Et aujourd'hui, c'est génial parce que c'est de plus en plus tôt. Je trouve ça, ça me rend très optimiste en fait pour l'avenir. Euh, et donc, toi, en termes de voilà, grands principes qui régissent ta vie ou de choses, de messages que tu aurais envie de partager de manière plus spécifique. Ouais, un message, franchement,
bon, de ma petite personne, faites des choses, genre, franchement, essayez voilà, de créer, de rater, tout le monde dit ça, mais c'est tellement vrai, en fait, faut faire pour apprendre, pour échouer, pour s'amuser derrière, pour trouver quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie et qu'on suit derrière. Voilà, moi, ce que j'essaie de faire de manière générale dans la vie, c'est à chaque fois m'améliorer, que le jour suivant soit plus, ouais, à la fois plus agréable, plus productif, plus puissant que le jour précédent. Et ça se fait que si on essaie des choses, qu'on les arrête parce que ça n'a pas marché ou qu'on les continue, qu'on les améliore. Donc voilà, et faites des choses, c'est le mieux pour l'humanité et pour vous également parce que ben, si on fait rien, on est sur son canapé, on regarde des séries. Bon, humainement, ça apporte pas grand-chose. On se sent assez vite déprimé, etc. Créer, contribuer à la société, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour se sentir vivant. Mm. Ok, ouais, c'est une petite phrase, moi, dans ma routine quotidienne que je relis tous les jours. C'est try, fail, try again, fail better. C'est pas mal. Et je trouve que ouais, ça se résume pas mal à ça au final. En tout cas, si on veut avancer, quoi. L'action, l'action, l'action. Ouais, c'est clair. C'est imparfait, c'est pas grave, on avance. On itère, on apprend, on recommence. Ouais. Ok, bah écoute, c'était un immense plaisir de t'interviewer, Sacha. Très heureux de t'avoir rencontré. Voilà, je suis très curieux, tu vois, de voir l'évolution de la chose. Alors, autant au niveau de Mobula que aussi de ton parcours personnel. Voilà, c'est, écoute, une rencontre fort sympathique. Et puis, ben, écoutez, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous le rappelle, hein, vous avez les liens vers tout ce qu'on a évoqué dans la vidéo, notamment pour suivre Mobula à nouveau en description et en commentaire épinglé. Et puis ben, Sacha, je te dis à très vite. Merci encore. Merci beaucoup. Bye. Bye.